Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici, on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Ah oui, Houston, on a un problème. Parce que j'ai beaucoup de mal avec ces Rockets cette saison, je n'arrive pas à faire d'eux un vrai candidat au titre en 2026. Alors je vais faire l'état des lieux d'une franchise que personnellement je n'arrive pas à juger. Au moment où je tourne ce podcast, on est vendredi. Ils sont 4e de la conférence Ouest, 38 victoires, 23 défaites. C'est plus bas que l'année dernière au même stade de la saison. Ils étaient annoncés comme contenders sur le papier. Et ça a été confirmé même par un début de saison canon, mais désormais je ne suis pas convaincu. Il y a trop de choses qui font que ça va coincer pour moi. Là aujourd'hui je ne sais pas s'ils sont devant les Spurs par exemple sur une série de playoffs. Je ne sais pas si les Rockets sont capables de battre San Antonio. Le premier gros problème pour moi, c'est que les Rockets sont nuls en attaque, tout simplement. Depuis le 1er janvier 2026, les Rockets sont 29e au point marqué, 29e au pourcentage au tir, 30e au pourcentage au lancer, 30e au pourcentage à 3 points, 27e offensive rating. C'est absolument infâme comme chiffre, vraiment, c'est catastrophique. Et désormais, t'as plus de possibilité de trade, parce que la trade deadline est passée depuis quand même vachement longtemps, donc comment peuvent-ils se ressaisir comme ça ? J'ai pas la réponse pour l'instant, mais c'est très très inquiétant le manque de talent offensif de cette équipe, et pourtant sur le papier il n'en manque pas justement. Je ne suis pas très optimiste dans l'optique du titre. Alors, cette limite de l'attaque, on la connaissait déjà. Et en plus de ça, elle a été renforcée par la blessure de Fred VanVleet, qui s'est blessé là gravement fin septembre pendant les training camps, ligament croisé tout simplement. Donc, out normalement toute la saison, même s'il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait revenir. Ça ferait pas mal de bien Houston qui revienne, mais... Même s'il revient, je suis pas sûr qu'il sera à 100%, donc il faudra pas compter sur Fred VanVleet cette saison. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi Houston n'a pas bougé cette saison. Parce que on voit plein de choses. Dans le playmaking, il y a des failles énormes. Et dans la gestion du rythme, il y a aussi des failles énormes. Il y a des moments où leur attaque stagne, où c'est au ralenti pour ne pas dire immobile, et il y a personne qui est capable de mettre un système en place. Ça, Fred VanVleet serait capable de le faire, mais il n'est pas là, donc il n'y a personne pour prendre le relais. Et le problème, c'est que là-dedans, des équipes ont noté ce que faisaient les Rockets, et maintenant elles répondent du tac au tac. Alors je vais prendre l'exemple d'un match, il date un petit peu, mais je trouve que c'est un exemple qui est parlant, c'est un Rockets Spurs. Houston, avant ce match, ils se sont dit, ok, on va les bousculer, on va leur taper dessus, et notamment sur Wemby en premier, qu'on va vraiment les bousculer et chercher dans le défi physique. Et ils sont tombés sur une équipe de San Antonio qui était prête à relever le défi dans la dureté, le défi dans l'agressivité, notamment sur le rebond offensif. Et en plus, ils sont en difficulté aussi dans ce domaine-là parce qu'ils ont perdu Steven Adams jusqu'à la fin de saison. Alors attention, je ne dis pas que chaque équipe est capable de répondre face à eux, mais dans leur conférence Ouest, dans cette conférence Ouest qui est une jungle, c'est absolument dantesque, il y a plus d'équipes qui, pour moi, ont les armes de rivaliser et d'être meilleures, et plus d'équipes qui sont capables de proposer à la fois de l'attaque et à la fois de la défense. Et ça, pour Houston, c'est un vrai problème. On sait qu'ils ne vont pas gagner en play-off avec cette attaque. Et c'est compliqué depuis des mois déjà. L'objectif pour eux, maintenant, ça va être que leur attaque, ou du moins leur manque justement de talent en attaque, ne sabote pas la bonne défense qu'ils proposent globalement. Parce qu'on ne peut pas leur enlever que Houston est une bonne équipe défensive. Mais maintenant, il ne faudrait pas qu'ils soient pénalisés, que leur défense soit pénalisés par leur mauvaise attaque. Mais globalement, si ça reste comme ça en l'état, ils sont clairement en danger. Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont aucune solution. En fait, tu peux être en danger dès le premier tour des playoffs. Parce que vu le niveau des équipes à l'ouest, t'es pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Alors ça dépend qui tu joues, mais quand même, là, au moment où on parle, si on arrête la saison maintenant, ils sont 4e. Ils pourraient jouer Denver au premier tour, donc qui est 5e. Franchement, si c'est un premier tour Houston-Denver, franchement, je donne pas cher de leur peau. Là, ils seront sortir au premier tour. Pour moi, c'est clair et net. Sauf si Denver n'a pas son 5 majeur, mais les blessés vont revenir. Donc, Denver au complet
face à Houston au premier tour, ils se font tabasser. Hein. Alors, dans tout ce que je raconte de négatif, j'ai envie de parler de mon chouchou, le joueur qui pour moi est vraiment en train de se démarquer et de se mettre en lumière chez ces Houston Rockets, c'est Reed Sheppard. Il a passé toute la saison dernière sur le banc et il justifie cette année pourquoi c'est un top 3 de draft. Il faut le rappeler qu'il est numéro 3 de la draft 2024. Et cette saison, c'est encore aléatoire au niveau de son temps de jeu et de son utilisation, mais là, il s'affirme vraiment comme un 6e homme, voire un titulaire quand il y a des absents. Cette saison, il tourne à 25 minutes, ce qui est quand même assez potable, je trouve. 25 minutes de temps de jeu, c'est pas mal. 13 points par match et surtout, quasiment 40% à 3 points en prenant plus de 6 tirs par match. Quand il est sur le terrain, l'attaque, elle respire et franchement, c'est tellement mieux avec lui. C'est tellement rafraîchissant de voir Reed Sheppard arriver, jouer son basket et au moins c'est un peu plus fluide et c'est un peu plus joli à regarder. Ime Udoka, c'est un coach défensif, mais il est intelligent parce qu'il comprend l'impact que peut lui apporter Reed Sheppard. C'est comme ça que je le dirais. Je trouve que dans l'utilisation qu'il a de lui, que ce soit offensive et défensive, alors défensivement j'y reviendrai tout à l'heure, mais l'utilisation de Reed Sheppard par Ime Udoka, elle est intelligente. Il ne joue que 25 minutes par match, alors pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est pas assez. Généralement un starter ça joue entre 35 et 40 minutes, mais 25 minutes par match c'est correct. Et pourtant, c'est le joueur qui prend le plus de tirs à 3 points de toute son équipe. Et il te fait beaucoup de bien à ton spacing. Et avec KD, Reed Sheppard c'est le seul ou quasiment le seul capable de te mettre des tirs de loin. Maintenant, l'autre point faible, c'est qu'il fait que 1m88. C'est petit pour la NBA, on le sait. C'est une cible en défense et c'est un mismatch permanent. Même s'il fait pas mal d'interceptions, il est capable de faire des contres. C'est pas un foudre de guerre en défense. Offensivement, il perd peu de ballons, donc ça prouve son efficacité. Maintenant, sa défense, c'est la raison pour laquelle notamment il a quasiment pas joué à sa saison rookie, la saison dernière. Et en fait, les images elles sont assez parlantes. C'est-à-dire qu'on le voit beaucoup se faire passer assez facilement. Parce qu'en fait, on a un joueur au profil physique, il est tellement frêle et petit. En plus de ça, il n'a pas de longs bras, il n'a pas une grande envergure. Donc déjà, sur la navigation d'écran, il n'est pas bon. Il met trop de temps à chaque fois à traverser l'écran. Ensuite, on a un joueur qui est très bon pour se placer. Voilà, mais en plus d'être mauvais dans la navigation d'écran, il est tellement petit que lorsqu'il est utilisé en low man, c'est-à-dire en joueur sur la ligne de fond, en deuxième rideau, on peut dire ça comme ça, il est complètement inutile, parce qu'il ne peut pas contester, et du coup il ne sert à rien, parce qu'il a des petits bras, parce qu'il est petit, parce qu'il prend pas de place par rapport à son adversaire. Donc peut-être déjà il faudrait arrêter de l'utiliser en low man, mais ça c'est peut-être la faute du staff. Maintenant l'autre souci c'est que Houston, c'est une défense qui switch beaucoup, collectivement. Et là, avec Reed Sheppard, on a un joueur qui peut se faire cibler assez facilement, notamment par un joueur qui a en face une carrure beaucoup plus imposante. Ça veut dire qu'en un seul coup d'épaule, il se fait emmener jusque dans la raquette et il peut se faire tirer sur la tête. Et même sur les close-out, on a un Reed Sheppard, du coup, c'est un joueur qui est assez petit, comme je l'ai dit, qui se fait des contests, qui tente d'en faire, mais du coup, ça ne sert à rien. Et ça ne dérange pas vraiment les shooters. À cette situation, ça crée un casse-tête pour tout le coaching staff de Houston. Et je pense que Ime Udoka doit vraiment se gratter la tête et doit se demander comment réussir à le faire jouer, comment réussir à l'utiliser sans que la défense collective soit trop pénalisée. Et ce que je trouve qui est bien avec cette utilisation de Reed Sheppard, c'est que le coaching staff de Houston, ils ont vu une stat à Kentucky, donc quand il était à la fac à Kentucky. C'est sur cette stat d'ailleurs dont il base complètement l'utilisation défensive de Reed Sheppard, c'est le steal percentage, donc le pourcentage d'interception. Sheppard, c'est un joueur qui a une bonne intelligence défensive, il a une bonne vitesse de lecture, de réaction, il réfléchit bien et vite. Et cette approche, elle est intéressante parce que tu te dis, de toute façon, en 1 contre 1, Sheppard va se faire battre sur la plupart des séquences, mais si tu essayes de rester devant, que tu coulisses bien, que tu as les bons fondamentaux, donc autant essayer d'intercepter le plus possible la balle. Et quand ça marche, en fait tu vas créer de la transition, mettre des points facilement sur contre-attaque et gêner au minimum l'attaque adverse. Donc en fait Reed Sheppard c'est mon chouchou parce que vraiment il s'est démarqué cette saison et c'est un joueur que j'aimais beaucoup à la fac. Mais d'un autre côté c'est un joueur qui est assez paradoxal parce que il peut te faire une superbe séquence défensive et la séquence d'après, il te coûte 2 points voire 3 points. Donc c'est... Voilà, tu dois un petit peu jongler là-dessus.
Après, il est encore jeune, hein, il a que 21 ans, il peut progresser, mais c'est vraiment un joueur qui est assez unique. Voilà, je pense que c'est le mot. C'est un joueur assez unique en son genre. Bon, parenthèse enchantée fermée, on va revenir à notre sujet, que les Houston Rockets ont un gros problème, et parmi ces gros problèmes-là, il y a Alperen Sengun. Franchement, je suis déçu, parce que je l'imaginais progresser encore, de par ce qu'on a vu la saison dernière, où vraiment il avait fait la meilleure saison de sa carrière pour moi, et l'été dernier, avec la Turquie, à l'Euro notamment, ils perdent en finale, mais ils vont quand même jusqu'en finale, il fait un superbe Euro. Cette saison, j'ai l'impression qu'il est moins au centre du jeu par rapport à avant. Il est moins playmaker qu'il l'a été aussi. Alors, est-ce que c'est le jeu des Rockets qui est comme ça, ou est-ce que c'est lui qui n'arrive pas à se mettre en évidence ? Moi, je pense qu'ils doivent plus insister sur lui, plus passer par lui comme playmaker principal. Ça, c'est collectivement, c'est peut-être une question que doit régler le staff. Mais d'un autre côté, Alperen Sengun, peut-être, il doit prendre un peu moins de tirs à 3 points, parce qu'il n'est pas bon dans l'exercice. Les stats que je disais avant, elles sont terrifiantes au niveau des stats collectives, mais Sengun, il ne fait pas exception. Il tourne seulement à 28% à 3 points. C'est faible. Et avec un joueur qui a sa taille, qui a ses qualités techniques, il n'est pas obligé de se contenter de shooter à 3 points. Il peut aller un peu plus dans la raquette, avec son footwork, avec sa technique, avec son toucher de balle, il peut jouer différemment. Les Rockets, ils doivent revenir à des choses plus basiques. Déjà, être moins dépendant du tir à 3 points. Plus attaquer la raquette, et mieux le faire surtout. Provoquer plus de fautes. Voilà, des trucs comme ça. Ce qui est frustrant, c'est que en NBA, tu peux gagner, tu peux être champion, même si tu n'as pas une attaque extraordinaire. Sauf que là, c'est ton point faible en fait, carrément. C'est l'attaque des Rockets, elle les tire vers le bas, et c'est pas un bon signe du tout dans ce sprint final de la saison. Hein. Il reste une vingtaine de matchs pour à peu près tout le monde. Certains, il en reste 19, d'autres, il en reste 22, mais bref, il reste une vingtaine de matchs à globalement toutes les équipes. Et c'est quand même inquiétant que début mars, on soit encore en train de dire que les Rockets doivent progresser en attaque. Parce que normalement, à ce moment-là de la saison, ton équipe, tactiquement, elle est rodée. Là, au niveau offensif, ils sont pas rodés du tout. Je parlais du playmaking tout à l'heure, où il y a un gros problème, un gros manque avec l'absence de Fred VanVleet. Le playmaking, ça n'a jamais été son fort à Kevin Durant. On peut le voir notamment dans les défaites face à des adversaires directs, donc des équipes qui peuvent potentiellement recroiser en play-off. Je trouve qu'il a été très bien ciblé justement sur son playmaking. Il a beaucoup de balles perdues. Cette saison, il tourne à 3,2 ballons perdus par match. Donc c'est beaucoup. Si Houston avait bougé cette saison, tu aurais maximisé ta fenêtre avec Kevin Durant. Parce que pour moi, tu n'as plus de temps à perdre en fait. Il est vieux. KD, il est vieux. Il a 37 ans. Donc t'as pas le temps de construire un projet moyen ou long terme autour de lui. Et en plus de ça, tu as des assets. Alors, je peux comprendre que les dirigeants de Houston aient été réticents, on va dire, étaient réticents à l'idée de se séparer de certains joueurs, mais je pense que tu aurais pu sacrifier des Jabari Smith Jr., des Tari Eason, peut-être Rich Shepard parce que tu le faisais peu jouer. Au final, il rentre dans les plans, mais du coup, son utilisation, elle est un peu aléatoire, donc tu sais pas trop s'ils vont utiliser leurs jeunes joueurs ou pas. Tu aurais pu bouger. Encore une fois, je peux comprendre d'un côté que les dirigeants n'aient pas voulu bouger, mais si tu as envie d'être champion, il faut faire des sacrifices. Boston a fait des sacrifices, ils ont été champions. Dallas a fait des sacrifices, notamment en étant allé chercher Kyrie, ils sont allés jusqu'en finale. Ce qui est frustrant et moi ce qui m'énerve parce qu'ils ne sont pas bougés, c'est qu'en plus tu avais des joueurs disponibles sur le marché. Un Trey Jones, un Ayo Dosunmu, même si c'est pas forcément un gestionnaire. Mais un joueur, par exemple, un joueur que je répète, que j'adore, et vous le savez parce que je le répète pendant plusieurs épisodes, c'est Tyus Jones. Même s'il sort de 2 ans compliqués, un joueur comme Tyus Jones, qui a l'expérience, qui dans un contexte positif est capable de t'apporter beaucoup de choses, il aurait vraiment fait du bien à cette attaque des Rockets. Là, il vient de signer aux Nuggets, à voir quelle sera son utilisation, quel sera son rôle, mais franchement, un Tyus Jones qui aurait fait toute la saison titulaire en remplacement de Fred VanVleet, ça aurait été très bien pour Houston. Et je comprends pas pourquoi ils sont pas allés le chercher. Et un autre joueur aussi, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, qui a fait ses débuts avec sa nouvelle franchise des Wizards, c'est Trae Young. Il a rien coûté, Trae Young, même pas un tour de draft. Ça veut dire que tu aurais pu l'avoir, tu aurais donné peut-être un Rich Shepard, ou tu aurais bricolé un package avec quelques jeunes et à la rigueur un second pick, tu aurais largement pu avoir un Trae Young.
Même si Trae Young, il a plein de défauts, on l'a dit, il est petit, il sait pas défendre, etc. Mais Trae Young, c'est pas qu'il t'aurait réglé tes problèmes de playmaking, là, il t'aurait fait passer un step dans ton playmaking. Et KD, je pense qu'il aurait été content d'avoir un créateur comme Trae Young à côté. Alperen Sengun, qui est lui aussi capable de créer, ils auraient eu, avec Trae Young, ils auraient eu 2 créateurs de génie. Et c'est vraiment dommage que Houston n'ait pas tenté le coup sur un meneur, soit sur un Trae Young, soit sur un Tyus Jones ou quelqu'un d'autre. Mais c'est franchement vraiment dommage. J'ai dit beaucoup de bien sur Rich Shepard, mais franchement je sais pas si c'est suffisant en fait. Je sais pas si c'est suffisant pour être champion d'ici 1 ou 2 ans, surtout dans cette conférence Ouest. Je ne sais pas si Rich Shepard, peut-être qu'il a le niveau pour être meneur titulaire, mais en tout cas c'est pas le meneur titulaire d'une équipe contender tout de suite pour moi. Il a un peu trop de défauts, il faut qu'il progresse encore, il faut qu'il gagne en maturité, qu'il progresse, parce qu'il a que 21 ans, encore une fois, et c'est un jeune joueur. Il n'est pas prêt à prendre le lead d'une attaque qui pourrait, ne serait-ce que correcte, pour être champion NBA. Et l'autre gros problème de Houston, c'est qu'ils ne sont pas clutch. Ils s'écroulent quand les matchs sont serrés, et c'est vraiment dommage, et c'est un point noir important parce que en playoff, ce sera pas souvent des blowouts. Quand les matchs seront serrés, il faudra être solide et ils ne le sont pas. Et ce qui est frustrant encore plus, c'est que ils ont peut-être l'une des équipes les plus talentueuses et les plus profondes de la ligue sur le papier. Ils sont clairement à une seule pièce de la victoire. Et honnêtement, c'est même pas d'une superstar dont ils ont besoin. C'est pas ça qui leur manque. C'est bien plus simple que ça. Je vais revenir en arrière dans la saison. Je vais revenir à octobre-novembre, début de saison, parce qu'à ce moment-là, les Rockets c'était vraiment effrayant. Ils étaient en 13-4, deuxième meilleur offensive rating de la ligue. Et après un démarrage lent en défense, ils sont passés aussi à la deuxième meilleure defensive rating de la ligue. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils étaient deuxième attaque, deuxième défense. C'était une équipe qui semblait avoir trouvé quelque chose. L'adéquation... l'intégration de KD fonctionnait parfaitement. T'as un futur Hall of Famer de 37 ans certes, mais qui tombe toujours en moyenne à plus de 25 points, 52% au tir, 43% à 3 points à son âge, c'est énorme. Et c'est Kevin Durant quand même. D'un coup, tu vas chercher Kevin Durant et tous ces jeunes joueurs qui se développent dans la reconstruction, ils ont un closer, ils ont un véritable mentor, ils ont quelqu'un qui est capable de marquer un panier n'importe quand ils en ont besoin. T'avais aussi un Amen Thompson qui semblait avoir fait le saut que tout le monde attendait, le saut vers le haut, je veux dire. Amen Thompson était déjà dans la sélection de la première All Defensive Team l'année dernière. Il a commencé à marquer près de 18 points par soir, 7 rebonds, 5 passes décisives aussi. Sengun, il semblait diriger l'attaque, et je ne sais pas pourquoi il le fait moins. C'est quand même un pivot qui est capable de faire beaucoup de passes décisives, etc., tout en étant un monstre au niveau du jeu au poste. Tout fonctionnait à merveille. À Houston, l'ambiance était impeccable, etc. Et d'un coup, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. C'est à partir de décembre. C'est là que ça a commencé à s'effriter un petit peu, en fait, le mois de décembre. C'est à partir d'ici qu'on a commencé à avoir de réelles inquiétudes. Et ces inquiétudes, elles n'ont pas disparu, elles sont encore bien présentes aujourd'hui. Maintenant, le contexte a son importance. Il a beaucoup d'importance. Ici, Fred VanVleet est absent, comme je l'ai dit. Ton meneur titulaire... ton leader d'attaque, ou du moins ton gestionnaire d'attaque, ton vétéran, un gars qui sait gérer un match et qui sait garder tout le monde organisé, le perdre, ça fait toujours très mal. Mais ce que son absence a révélé vraiment, c'est que les Rockets ont un problème de gestion des temps forts en fin de match. Cette saison, ils sont en 16 victoires pour 18 défaites quand les matchs sont serrés. Ça veut dire que quand il faut être clutch, ils sont en bilan négatif. Et en regardant de plus près, on voit exactement ce qui se passe à chaque fin de match serré. L'attaque stagne. Les joueurs ne bougent pas, ils restent là, le ballon reste coincé. Et puis, généralement, t'as KD ou Sengun qui doit aller les sauver avec une isolation ou un exploit personnel. Mais surtout, un autre gros problème dans ces fins de match serrés, c'est que il y a des choses qui aggravent ça. Ils font des fautes qui sont évitables. Ils sont indisciplinés en défense, au mauvais moment en plus de ça. Ils perdent des ballons alors qu'ils ont besoin d'une procession propre, bien gérée et surtout d'un panier. Ils ont des défaillances, des oublis défensifs qui mènent à des paniers faciles pour les adversaires. En fait, c'est comme si tu regardais une jeune équipe qui apprenait toujours à gagner des matchs. C'est étrange parce qu'ils ont quand même Kevin Durant, un joueur qui a connu des grands moments, qui a été MVP des finales, MVP de la saison régulière.
mais t'as l'impression qu'ils n'ont pas de véritable général de terrain qui contrôle l'attaque, qui dirige tout ça dans les moments cruciaux. J'ai l'impression que c'est un groupe de gens qui essayent de faire des actions plutôt qu'une vraie équipe qui exécute un système. Les Rockets sont la deuxième équipe qui perd le plus de ballons. Ça veut dire que tu as l'une des équipes les plus talentueuses de la conférence Ouest et elle n'est même pas capable de tenir un ballon correctement. Et ça, c'est directement lié au fait qu'ils n'ont pas de vrai meneur de jeu. Voilà, comme je disais, quelqu'un capable d'organiser les choses et de maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde. Parce que quand la pression est en train de monter, quand il reste plus beaucoup de temps et que tu es à égalité ou que tu es qu'à 2 points derrière, peu importe la situation, il faut que tu aies quelqu'un capable de tenir tout ce groupe. Et pour l'instant, tu n'as personne pour faire ça. Quelle solution maintenant pour régler ces problèmes des Houston Rockets? Peut-être déjà confirmer définitivement Rich Shepard en 6e homme. Je pense qu'il peut se développer comme un 6e homme de luxe, un petit peu comme un Peyton Pritchard aux Celtics. Si jamais il sort du banc, il aura plus de responsabilités en attaque, parce qu'il sera leader du banc. Je pense que ça peut être une bonne solution. Surtout que la saison prochaine, tu vas avoir le retour de Fred VanVleet, qui est un joueur expérimenté. Là, tu auras un vrai meneur de métier, un gestionnaire. Il est expérimenté aussi de par son âge, mais aussi parce qu'il a été champion NBA, donc il connaît aussi la pression des playoffs. Capable de scorer, il est capable de prendre le relais dans ce domaine-là si besoin, si tu es dans un soir où KD et Şengün ne sont pas là ou ne sont pas bons. Après, VanVleet, il a 32 ans, donc il y a une grosse incertitude autour de sa santé. Dans quel état va-t-il revenir? Ça, je ne sais pas. Mais s'il n'est pas cramé, franchement, VanVleet, moi je le garde parce que son retour va faire du bien. Peut-être aussi donner plus de responsabilité à Amen Thompson, je ne sais pas, mais parce que pour moi, son développement, ça pourrait vraiment être la clé de tout. L'année dernière, c'était déjà l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, sélectionné dans toutes les équipes défensives en 2e année. C'est vraiment un athlète élite. Le genre de joueur qui peut te claquer des highlights des deux côtés du terrain, soit pour dunker sur un mec, soit pour contrer un adversaire. Mais le plus important, c'est que cette année, son attaque, elle a vraiment progressé. Là, en moyenne, il tourne à près de 18 points par match. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est que sa prise de décision avec le ballon, elle s'est vraiment améliorée. Le doute que j'ai, c'est est-ce que Amen Thompson peut vraiment devenir le meneur de jeu principal dont cette équipe a besoin? Alors, il a les outils physiques, il a la vision, mais le rôle du meneur de jeu, ça se limite pas seulement à la gestion du ballon et aux passes. Il faut savoir contrôler le rythme, il faut savoir prendre les bonnes décisions, en fin de match notamment. Il faut savoir garder tout le monde calme quand il y a la pression. Et c'est la partie qu'il est encore en train d'apprendre. Ça veut dire que les Rockets ne peuvent pas compter sur Amen Thompson tout de suite en tant que meneur de jeu titulaire, peut-être d'ici 3-4 ans, mais en tout cas tout de suite je pense pas. Et personnellement, je ne sais pas si tu peux être champion NBA avec Amen Thompson en meneur titulaire. Moi je le vois pas à ce poste-là, je le vois plus en arrière ou à la rigueur en ailier, mais pas en posteur. Cette équipe des Rockets, elle est à la fois frustrante et paradoxale. Voilà les 2 mots que je souhaiterais utiliser. Alors j'ai dû beaucoup les utiliser dans ce podcast, j'ai dû beaucoup les répéter, mais voilà les 2 mots que je voulais prendre pour décrire cette équipe des Rockets. Alors attention, c'est pas la crise pour eux. S'ils s'adaptent bien, ils peuvent regagner le statut de contender. Mais par contre, là il n'y a plus de temps à perdre parce qu'il te reste une vingtaine de matchs pour trouver des solutions et être prêt pour les playoffs. Parce que c'est ça le moment de vérité en fait, c'est les playoffs. Même si t'as beaucoup de soucis en saison régulière, si t'es prêt en playoff, c'est bon. Mais au moment où je parle, là on est le 6 mars, pour moi ces Rockets, ils ont beaucoup trop de défauts pour aller au bout cette année. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à aller donner votre avis sur ce sujet en commentaire. Fadeaway est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok et aussi disponible sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté, restez branchés pour la suite, à très bientôt sur Fadeaway. Anthony for three.